Enchaînons. Passons du coup à Jeff Teague, si tu veux bien. Jeff Teague, deuxième joueur du jour. Donc Jeff Teague, 10 saisons sur la décennie, 13 points de moyenne et demi sur cette décennie, 29 minutes de jeu en moyenne. En termes de minutage total, 20 500 minutes. C'est énorme, c'est le 27e total de la décennie. Donc top 30, c'est pas mal. Et même en termes de matchs joués, il est à 700 matchs joués. C'est le 17e total de la décennie. Donc un monument de longévité. Récompense individuelle All-Star en 2015. Même si, bon... Ouais, est-ce que tu veux vraiment le mentionner ? Voilà, c'est ça la vraie question. Tu sais, j'ai été obligé de dire MVP 2011 pour Derrick Rose, ce genre de choses. Donc, techniquement, il faut que je le dise. Voilà. Il a été All-Star en 2015, on va en parler. Rapidement, les comparaisons de draft. Donc pour NBADraft.net, très ambitieux pour eux. Pour eux, Jeff Teague, ça allait être Kevin Johnson, tout simplement. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est assez haut comme ambition. Draft Express, le meilleur scénario pour eux, c'était un Monta Ellis qui shoot mieux. Littéralement, ils ont écrit ça. Monta Ellis qui shoot mieux. C'est marrant parce que leur carrière se croise en plus. Ils jouent ensemble aux Pacers. Exactement, ouais, tout à fait. C'est super. Ouais, après, c'est pas complètement non plus le même style. Non, alors c'est pas du tout le même profil, par contre, ils se sont un peu loupés là-dessus. Mais... Et d'ailleurs, tu vas voir que Draft Express s'est bien planté sur le profil, puisque leur pire scénario pour eux, c'était Lou Williams ou Aaron Brooks. Oh, mais il l'avait vraiment en scoreur, quoi. Il l'avait vraiment en scoreur fou, alors que on a eu tout sauf ça, justement. Ouais. Mais bref. Jeff Teague, monument de longévité, mais aussi d'ennui, on peut dire peut-être. Pas de surnom, pas de surnom sur Basketball Référence. C'est un des rares joueurs qui n'a pas de surnom. Tellement il est peut-être pas sexy de ce point de vue-là. J'ai quand même noté son nom complet, c'est Jeffrey DeMarco Teague. Et surtout, est-ce que tu te souviens qu'il avait un jeune frère, Jeff Teague ? Oui, Marquis Teague, effectivement, qui était censé être le meilleur des deux. Ah oui. Et qui finalement, c'est... lui était en sortie de lycée, était 56e, je crois, classement des lycéens. Marquis Teague était dans le top 10. Marquis Teague qui était le meneur de Anthony Davis à l'époque, pour le titre NCAA. Oui. Okay. Il a plus talentueux, on va dire, de base, mais ça n'a pas marché. Bref, donc le parcours de Jeff Teague, rapidement, 22 ans au début de notre décennie, pour lui aussi le timing est plutôt pas mal, puisqu'il est dans la draft 2009, la fameuse draft avec plein de meneurs, et d'ailleurs on va en reparler de tous ces meneurs-là, les Ty Lawson, les Ricky Rubio, les Darren Collison, etc. Et donc 2011, première année de notre décennie, il est sophomore, mais il joue pas tant que ça, il joue 13 minutes de jeu à peine par match, puisqu'en fait il est dans la rotation derrière des vétérans qui sont Mike Bibby, qui fait tout le début de saison, avant d'aller à Miami, et puis même Kirk Heinrich, qui était là sur cette année-là, cette saison-là. À noter quand même qu'il gagnera sa place de titulaire durant les playoffs notamment. Il était titulaire, donc les playoffs justement, Atlanta élimine Orlando, un peu un upset au premier tour, et donc tombe contre le Grand Chicago au deuxième tour. Et donc là, sur cette série-là, il est titulaire contre Derrick Rose. 2012, il est enfin titulaire, il continue d'être titulaire en tout cas pour les Atlanta Hawks, bien sûr. 33 minutes de jeu, donc depuis 13 minutes jusqu'à 33, ça monte sévèrement. 12 points de moyenne, 5 assists de moyenne. En playoff, Atlanta tombe contre Boston au premier tour. 2013, toujours à Atlanta, 33 minutes de jeu, 15 points de moyenne, 7,2 assists par match. Et en playoff, ça tombe contre les Pacers de Paul George, d'un jeune Paul George au premier tour. 2014, c'est un peu la même chose, puisque lui, d'un point de vue individuel, il est à 16 points et demi de moyenne, 6,7 assists, mais encore une élimination au premier tour des playoffs contre les Pacers de Paul George. Quoique, c'est la fameuse série donc, où Pero Antic et son spacing font du mal à Roy Hibbert. C'est cette série-là où Atlanta est 8e de conférence et met dans la mouise un peu les Pacers qui sont premiers de conférence, mais bref. Et donc ensuite, 2015, c'est la fameuse année fabuleuse avec Atlanta qui a plus de 60 victoires sur la saison régulière, qui est une des grandes histoires de cette saison-là. Lui, sur le plan personnel, ça change pas beaucoup, 16 points de moyenne et 7 assists, mais il est All-Star cette année-là, notamment, c'était lui et Kyle Korver aussi a été All-Star, un peu pour récompenser ce côté-là de excellentissime équipe collective, et même, je sais pas si tu te souviens, il était aussi parmi donc les fameux 5 joueurs d'Atlanta qui ont été joueurs du mois de janvier 2015. Ouais, ils ont fait quelque chose collectivement, ouais. Élu All-Star avec Kyle Korver et Paul Millsap et Al Horford, il y avait 4 All-Stars du côté d'Atlanta. Faut se souvenir que c'était les décembre-janvier 2015, pile l'époque où cette équipe elle accumule les victoires avec un rythme effréné. Et donc il y a ce côté où on veut récompenser l'équipe. Et donc comment est-ce qu'on fait ça ? Déjà on nomme les 5 Hawks joueurs du mois de janvier.
Et puis, dans la même période, il y a aussi les sélections All-Star Game. Et donc, 4 All-Stars, dont Jeff Teague. Ce qui est marrant parce que je me suis toujours dit, si j'étais à la place de DeMar Carroll, je suis pas sûr que je le prends bien, quoi. Parce que c'était le seul, finalement. Ça doit être terrible. Ça doit être terrible. Mais initialement, c'était moins pire puisqu'il y en avait que 3. Il y avait Millsap, Teague et Horford qui avait été sélectionné, mais ensuite une blessure avait fait qu'on avait dû repêcher Korver. Tout à fait. Et donc DeMar Carroll, on aurait pu prier pour une nouvelle, enfin une petite blessure. Hein. On ne demande pas de blessure, mais pour donner pour le donner à Carroll, quoi. Ça aurait été sympa. Ça aurait été une anomalie, mais bon, je me dis, à la place de DeMar Carroll, t'es un peu la 5e roue du carrosse, c'est pas top. C'est pour ça qu'il s'est barré l'année d'après, pour ça qu'il allait prendre son gros chèque à Toronto. Tout à fait, ouais. Bref, donc playoff contre Cleveland. Malheureusement, il tombe en finale de conférence. Et malheureusement, il n'y a pas match. Hein. Il n'y a pas match avec le Cleveland de LeBron James qui est revenu, alors que eux sont magnifiques saison régulière et tout ça, mais ils font pas le poids face à ce Cleveland-là. 2016, ils sont toujours très bons. Alors, ils sont pas fantastiques comme l'année d'avant, mais ils sont toujours très bons. Lui est à 16 points de moyenne et 6 assists de moyenne. En playoff, il passe contre Boston au premier tour et il tombe encore une fois contre Cleveland. Et puis, donc, c'est un peu cette saison-là que Schroeder commence un peu à exploser. Et donc, il y a un peu cette compétition avec lui. Et donc, à l'été 2016, il est échangé du côté de Indiana pour justement laisser la place à Schroeder, sans doute. Un pari qui s'avérera pas forcément payant, peut-être. Et donc, il est échangé aux Pacers. Et aux Pacers, il fait la dernière année de Paul George, en fait. Hein. Il vient être le meneur de Paul George. Toujours pareil, hein, toujours le même Jeff Teague, 15 points, 8 assists. Et en playoff, comme d'habitude, éliminé contre Cleveland. Il y a un peu un thème pour l'instant avec la carrière de Jeff Teague. Free Agency, du coup, à l'été 2017, il signe à Minnesota pour rejoindre donc Towns, Wiggins, Butler est déjà là, puisque le trade de Butler s'est fait quelques semaines avant. Et donc, il vient être le meneur de cette équipe. Et donc, c'est la fameuse année où Minnesota est très bon. Lui, comme d'habitude, 33 minutes, 14 points, 7 passes. Ça change pas. En playoff, malheureusement, ça tombe contre Houston au premier tour. Mais parce que Minnesota a dégringolé dans le classement de la conférence Ouest à cause d'une blessure de Butler, notamment. Mais bref. Et puis donc, 2019, Butler s'en va dès le début d'année. Et donc, lui, il ne fait que 42 matchs, donc un peu de blessure. Mais surtout, il fait pas les playoffs pour la première fois de sa carrière. Ah, c'est fou, ça. La série prend fin, ouais. Moi, je me souviens de cette série qui tous les ans, elle se prolongeait. Et finalement, donc, ça y est, il fait pas les playoffs en 2019 parce que Minnesota est pas bon du tout. Ouais. Et puis à partir de ce moment-là, c'est la dégringolade. C'est la dégringolade très rapide, ouais. Effectivement, puisque 2020, il fait 34 matchs avec Minnesota l'année d'après, donc 2020, et puis ensuite il est échangé pour être le backup de Trae Young à Atlanta. Donc il fait une vingtaine de matchs, mais après il y a le Covid et après, voilà, tous. On est sur la fin de notre décennie, mais c'est vrai qu'ensuite, il fera une petite pige Boston-Milwaukee en 2021. Et il s'arrêtera après le titre décroché avec Milwaukee, mais dans un rôle très majeur. Donc le déclin est arrivé très vite, c'est vrai. Et donc pour te lancer un peu sur la valeur du joueur, peut-être, et sa décennie, comme je l'ai dit un peu, c'est un monument de longévité qui était valuable, mais finalement pas beaucoup plus, quoi. Ouais, t'as beaucoup dit ennuyant. c'est un peu ça. Ça manque de surnom, mais puis il a toujours été le meneur titulaire. Alors ça a une valeur en soi. Hein. Le meneur titulaire solide sur lequel on peut s'appuyer pour mettre en place l'attaque et on voit en fait que les meilleures années collectives, c'est justement quand la création ne passe pas que par le meneur, quand Budenholzer arrive et qu'ils ont cette superbe attaque que Budenholzer prend des Spurs. Hein. Il arrive à Atlanta, il essaie d'appliquer les mêmes concepts. Et voilà, la création est partagée par tout le monde. Ça joue depuis Millsap au poste haut. Horford a aussi des bonnes qualités de passe. Il y a du mouvement qui fait que en fait, Jeff Teague n'a plus besoin d'être la pierre angulaire. Puis il y avait un meilleur spacing aussi, hein, dans ces équipes-là de Budenholzer. Il y avait un meilleur spacing comparé au début de carrière où il y avait Josh Smith et Al Horford dans la raquette, quoi. Ouais. Mais ça n'enlevait pas à Jeff Teague cette qualité qui est quand même, tu vois, la comparaison avec Kevin Johnson, oui, elle est un peu ambitieuse, mais on retrouve cette capacité à aller au cercle qui est très bonne dès les premières années dans la ligue de Jeff Teague. C'est quelqu'un qui est extrêmement agressif au panier. Il me rappelle, alors attention au blasphème, je sais pas si je vais t'offenser en disant ça, mais il me rappelle un peu un jeune Rondo, toute proportion gardée, mais cette capacité à aller au cercle, finir au cercle, et simplement parce qu'il va créer le décalage à faire les passes, des passes à un fort volume, sans pour autant être un manipulateur de défense particulièrement talentueux, mais parce qu'il a cette capacité à aller au cercle, les passes viennent d'elles-mêmes,
Et c'est ça qui a fait qu'il t'apportait quand même une sécurité en termes de création pour les autres quand tu le mettais à la main en tant que titulaire. Donc, monument de longévité dans un rôle qui est quand même, je trouve, valuable sans pour autant être un scoreur forcément très efficace. Mais rien que cette qualité de passe, ce volume de passe et cette qualité à aller au cercle me font penser que voilà, ça a quand même été un joueur qui a une valeur sur l'ensemble de la décennie, presque. Bah, disons que par rapport à, je sais pas moi, des meneurs, à des backups ou à des joueurs NBA lambda, oui, c'est très bon le drafting, mais c'est un peu, là c'est par rapport à nos standards très exigeants d'un top 100 de décennie, quoi. Donc c'est un peu de ce point de vue-là qu'on dit valuable, mais pas beaucoup. C'est par rapport à ces standards-là qui sont relativement hauts, on va dire. Mais c'est vrai que par rapport à ce côté-là, longévité et pas flashy ou ennuyant, entre guillemets, mais ouais, ce côté ouais, le mec qui va à l'usine, qui fait son taf et pas plus, quoi, mais c'est pas impressionnant. Pour moi, ça recoupe un peu aussi vis-à-vis du profil un peu. Et Jeff Teague était encore dans ce moule du meneur gestionnaire qu'on voyait encore dans les années 2010 et qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui, où il y a beaucoup plus la place à soit des playmakers purs depuis n'importe quelle position, soit des joueurs héliocentriques. Alors que durant cette décennie, on avait encore ce type de profil un peu à la Jeff Teague, et qui était un peu là pour faire la gestion du jeu, et qui était bon au scoring, mais pas plus, et bon au playmaking, mais pas plus non plus. Et lui était un peu dans cette lignée-là de tous ceux qu'on a eu, hein, pour le coup. Et pour entrer un peu dans le détail, c'est vrai que moi, je trouve qu'au playmaking, c'était peut-être le pire, entre guillemets, le pire de tous ces meneurs-là, un peu des années 2010, dont beaucoup d'ailleurs de sa QV1. Mais par exemple, je trouvais que sur le playmaking pur, Ty Lawson est quand même largement au-dessus. J'allais y venir, parce que c'est un peu la comparaison facile quand on regarde le classement, quoi. Et je trouve que même Mike Conley était au-dessus. Oui. Jennings, je sais pas trop, mais par séquence, un peu. Bon, Rubio, n'en parlons pas, mais je roule l'idée aussi, il me semblait qu'il était à peu près au même niveau. Je me pose la question un peu avec Darren Collison, mais Darren Collison n'est pas dans notre top 100 pour le coup. Mais c'est vraiment le côté passeur très académique, en fait, sur pick and roll, qui peut faire tous les basiques, sur drive and kick aussi, il peut faire tous les basiques, mais pas de génie créatif de haut niveau. Non. Beaucoup de passes simples, et c'est aussi pour ça que j'ai cité les stats exprès d'assists. On voit toujours qu'il est autour des 6-7 assists par match de passes décisives. Je pense aussi que ce total est un peu gonflé par ce style de jeu qu'on avait encore dans les années 2010, du meneur gestionnaire qui avait un peu la main sur le jeu, avec beaucoup de systèmes où c'est lui qui devait faire la passe pour le shooter en sortie d'écran ou ce genre de choses. Oui, et que peut-être le score d'assist est un peu gonflé par ce côté meneur gestionnaire qui fait la passe très simplement, mais sans que ça soit lui qui crée quoi que ce soit, quoi. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit 7 assists pour un meneur, oui, on se dit, waouh, c'est bien, il y a un volume. Mais on parle d'une époque où les meilleurs de la ligue étaient à 13, 14, 12, quoi. Donc, il faut aussi penser à ça et penser à cette époque. Et puis oui, Korver, oui, voilà, j'ai regardé des matchs de cette super saison des Hawks, super saison régulière, faut dire. Même si au final, ils vont quand même en finale de conf, hein, c'est quand même pas si mal. Mais oui, c'est ça, c'est Jeff Teague qui attend le floppy, enfin ce système en sortie d'écran pour Kyle Korver un peu stéréotypé, mais qui fonctionnait. Mais c'est vrai que c'est lui qui fait la passe, donc cette passe n'apporte pas forcément énormément de valeur puisque c'est une passe assez simple. Mais voilà, c'est lui qui récupère la passe décisive, même si je sais pas si t'es d'accord, mais cette capacité à aller au cercle, créer ce décalage et ensuite faire la passe, ne serait-ce qu'une passe simple, je trouve que ça a quand même de la valeur. Vu le volume dans lequel il l'a effectué, quoi. Oui, tout à fait. Ce que j'avais noté, c'est ça, c'est que sa principale valeur, c'était cet impact de par son drive et de par son explosivité. Et notamment, cette explosivité dans le spacing d'Atlanta, ça a fait du bien, hein, le fameux spacing de Budenholzer, qui n'était pas du tout le spacing d'aujourd'hui, mais c'était déjà par rapport à la moyenne de la NBA à l'époque, c'était très très bien. Et donc lui était un peu la première étincelle là-dessus, un peu, alors toute proportion gardée, mais ce que pouvait faire Tony Parker dans le système des Spurs, où lui était le premier créateur de décalage, on va dire, et ensuite le collectif des Spurs et le spacing des Spurs faisait bonifier tout ça. On peut peut-être un peu faire toute proportion gardée, encore une fois, la comparaison avec Jeff Teague, pardon. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup vient de son explosivité. Je pense qu'aussi les comparaisons très élogieuses de draft venaient de là. Et c'est aussi pour ça, je pense que son déclin est venu très rapidement. C'est que dès qu'il a perdu ça, dès qu'il y a eu un peu de l'âge et un peu de déclin physique, on a vu que, bah oui, du coup, il pouvait plus aussi simplement que ça aller au panier. Et c'est comme ça que, comme tu dis, hein, après 2018, ça s'effondre assez rapidement, sa fin de carrière. Mais bref.
Donc ça, c'est pour le côté playmaker. Le côté scoring aussi, en fait, là aussi, c'est très sympa. Enfin, c'est sympa, mais pas beaucoup plus. Il y a quelques pointes au scoring un peu par rapport à la moyenne, le fameux true shooting plus, donc le scoring individuel, l'efficacité par rapport à la moyenne de NBA à l'époque où le joueur joue. Il y a des pics à plus 5%, plus 6%, plus 4%. Voilà, c'est relativement bien. Il fait quasiment toute la décennie, en tout cas jusqu'à un certain point, dans des rôles assez importants, on va dire, entre 20 et 26% d'usage, qui n'est pas un rôle de star, qui est un rôle plutôt de deuxième, troisième option d'équipe, on va dire, grosse troisième option d'équipe. Donc plutôt un bon usage et plutôt une bonne efficacité, mais sans jamais avoir un pic très haut, sans jamais casser la baraque. Et voilà, il y avait ce côté explosivité sur drive, certes, mais ça restait un joueur petit finalement, qui pouvait pas complètement compenser, il n'avait pas la taille de Luka Doncic ou de LeBron James qui leur permet d'être implacable. Voilà, lui il avait la vitesse, mais une fois arrivé au panier, il n'avait pas autant de capacité à se créer des tirs faciles parce qu'il était plus petit tout simplement. Donc ça compte. Le jump shot, le pull-up était sympa, mais pas non plus de fou quoi finalement. Et le 3 points était sympa aussi, mais jamais non plus hyper efficace. Il était à 36%, donc au niveau de la moyenne, et surtout avec jamais un gros volume. Ce qui était peut-être un peu embêtant qu'il ait jamais forcé, en tout cas qu'il avait jamais. Enfin, c'était pas un shooter naturel. Ouais, il y a que sous Budenholzer justement qui a encouragé, et parce qu'il y avait un meilleur spacing, il y a que sous Budenholzer qu'il s'est rapproché à peu près des fréquences de tir à 3 points de la ligue, quoi. Mais c'est jamais plus de 3 par match, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est un joueur qui préférait un peu, enfin c'est l'époque qui veut ça, mais c'est un joueur qui préférait largement prendre des flotteurs, faire une feinte de tir et puis rentrer et finir dans le jeu intermédiaire où il n'était pas forcément plus efficace. Mais voilà, c'est l'époque qui voulait ça, et on voyait pas encore le tir à 3 points comme pour des joueurs à l'efficacité moyenne, comme une arme à forcément débloquer, quoi. Et puis ensuite pour la défense, je sais pas si tu veux en dire 2 mots, mais on va dire que tant qu'il était dans des équipes valuable, enfin j'ai toujours trouvé qu'il était bon, pas non plus fantastique, encore une fois avec ce manque de taille peut-être, pas très polyvalent non plus à cause de ça, il pouvait pas switcher sur beaucoup, mais à la limite dans l'époque où il a été, c'était pas complètement, c'était pas nécessaire, donc on va dire bon en défense, mais avec aussi les limitations de, en même temps la défense d'un meneur, ça a quand même infiniment moins de valeur que la défense d'un intérieur quoi, par exemple. Ouais, et puis il a eu la malédiction aussi de tomber dans la conférence au moment où il y avait Kyrie Irving, quoi. Ouais. Et c'est vrai que quand on regarde les séries, les multiples séries qui perdent contre les Cavs, c'est difficile de lui reprocher parce qu'à ce moment-là de la carrière de Kyrie Irving, pas grand monde est capable de le tenir, mais il prend quand même bouillon sur bouillon, quoi. Et c'est vrai que ça, c'était un défenseur correct, mais c'était clairement pas au niveau de stopper défensif qu'on voit aujourd'hui, quoi. Minutage de playoff 2000 minutes, ce qui finalement est assez peu, 44e de la décennie, assez peu par rapport à sa longévité. Le fait est aussi qu'il a jamais joué dans des grosses équipes qui passaient plein de tours de playoff, à part une fois. Donc voilà pour la stat des playoffs. Donc du coup, au niveau du classement, toi tu l'avais 3e de ton classement initial, c'est ça? 3e du jour? C'est ça. Ouais, exact. 3e sur les 5, je précise, pas 3e sur 5. Oui, alors du coup, Eric Gordon est remonté, du coup il serait 4e. Mais et dans le classement, et par rapport aux autres, où est-ce qu'on l'imagine maintenant? Dans mon classement général, je l'avais entre Monta Ellis et Luka Doncic, 46-47. Ok. Ah ouais, donc j'étais un peu plus haut, mais ah ouais. Je veux bien discuter. Mais en fait, mon point de repère aussi, notamment. Moi, j'avais pensé à Ty Lawson comme point de comparaison. Mais je donne quand même beaucoup de valeur au pic en playmaking de Ty Lawson. Mais maintenant, après, initialement, au tout début de ma réflexion, je l'avais juste derrière Ty Lawson en 41-42. Donc entre Ty Lawson et Al Jefferson. Moi, ça me va très bien de le laisser là. Donc là, on parle autour de la 40e place, pour dire. Ouais, c'est ça. Qui est-ce qu'on a autour? On a du Tyson Chandler, on a du coup, j'ai le mauvais classement à chaque fois. Alors, JJ Redick, David Lee, Ty Lawson, et puis il serait Al Jefferson, Aurélie Hibbert. Voilà, il faut que je retrouve le classement, sinon je vais donner les mauvais chiffres. Bref. Oui, donc moi, mon point de repère, c'était aussi Ty Lawson, mais je préférais le mettre au-dessus. Je pense que je préfère le pic de Ty Lawson assez facilement pour le playmaking, comme tu en as parlé.
Après, c'est vrai que d'une part, Ty Lawson, il y avait plus de compromis à faire en défense, là où Jeff Teague n'en avait pas. Donc, en termes de valeur sur ces saisons-là, je ne sais pas à quel point ça compense, mais c'est peut-être pas rien. Et puis surtout, il y a plus de saisons pour Jeff Teague, qui en termes de longévité, comme on fait un critère de valeur cumulée, on fait un peu la somme de toutes les saisons qu'on a. Bah, Jeff Teague, il a 10 saisons, quoi. Alors, peut-être que 9 de vrai, que 8, même si on n'en prend que 8. On va dire jusqu'en 2018, où il est encore bon et il joue beaucoup. Après, c'est vrai que 2019 et 20, on peut éliminer presque. Mais tu vois, il y a 8 saisons. Ty Lawson, il y en a 4, puisque dès 2015, ensuite... ouais. Voilà. Donc, moi, j'avais un peu cet argument-là où je préfère le pic de Ty Lawson, mais c'est quand même pas au point où la somme des 4 saisons de Ty Lawson était au-dessus de celle de Jeff Teague. Donc, je l'imaginais par là aussi. Et pourquoi je le mettais un peu en dessous de JJ Redick aussi, que je trouve qu'il avait dans son rôle qui était très différent, qui n'était pas de porteur de balle, mais de joueur sans ballon, mais qui créait plein de décalages sur ce jeu, création indirecte, on va dire. Voilà, c'est pour ça que je l'imaginais plutôt dans cette zone-là. Ouais, c'était ma zone initiale, ouais. Donc ça me va très bien. Est-ce que ça te va si on le met au-dessus, du coup, par rapport à ce critère de valeur globale sur les 10 ans? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à David Lee? Est-ce qu'on le met au-dessus ou en dessous de David Lee? J'ai un peu envie de le mettre au-dessus pour la longévité. Ouais, moi ça me choque pas de le mettre au-dessus, ouais. Ok, alors faisons ça. On va le mettre ici. Donc, que je dis pas de bêtises, on est sur du 40. Ah oui, j'ai pas compté Eric Gordon, donc 41e. 41e, ok, super. Ok. Et donc, ah bah tiens, petit quiz pour finir, évidemment. Et on est, il y a un thème. Hein. On est encore une fois dans un kick dans l'effectif, et on est encore une fois sur la saison 2015. Je vais pas te demander les Pelicans, ça on l'a déjà fait. Ben non, mais je vais te demander l'équipe d'Atlanta, cette fabuleuse équipe de 2015. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs de cette équipe? Donc c'est celle qui fait 60 victoires. Exactement. Ouais, donc on a Dennis Schroeder, on a Kyle Korver, Desmarais Carroll, Paul Millsap, Al Horford. Ouais. Est-ce qu'on a Pero Antic déjà qui est... Pero Antic est là, effectivement. Pero Antic est là. On a... Ils avaient un poste 4, shooter... Qui est un nom random qui arrête pas de revenir dans nos quiz. Je peux t'aider hein, sur l'intérieur shooter, c'est un pivot shooter passé par les Sixers et je crois qu'actuellement il est à Oklahoma. Mike Muscala. Exactement, Mike Muscala était déjà là. C'est pas vraiment à lui que je pensais, mais... Non, je pense que tu pensais à Austin Day, non? Ouais, c'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être ça. Ah non, je sais, tu pensais à un autre. Alors effectivement, Austin Day est dans cet effectif, mais très peu joué. Je pense que tu pensais à quelqu'un qui est aussi passé par les Sixers et qui a un nom de personnage de série télé. Oula. The Office. Mike Scott. Ah oui, d'accord. Bah oui, Mike Scott. Oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr, ouais. Et d'ailleurs, Mike Scott, cette saison-là, dès qu'il mettait un panier, bah, le mec de la sono d'Atlanta mettait le petit générique de The Office. Excellent. Superbe sono. Donc oui, t'as dit Pero Antic. T'as pas cité un ailier défensif. Thabo Sefolosha. Exactement, et je sais pas si tu te souviens, il y avait une affaire avant les playoffs, je crois, avec Antic et Sefolosha qui s'étaient fait agresser en boîte de nuit. Oui, je me souviens de cette histoire. Ouais. Tu avais aussi un autre ailier un peu défensif qui ensuite a signé un très gros contrat à l'été 2016, justement. Est-ce que Bazemore est déjà là? Bazemore, effectivement. C'est Bazemore. Ouais, c'est Bazemore. Ok. Bon, je t'épargne. Est-ce que tu as le meneur, un meneur qui a fait aussi pas mal d'années à Atlanta, qui était le meneur de Gordon Hayward à l'époque de la fac de Butler? À Butler, il y avait Matt Howard dans cet effectif qui a joué à la SIG après, à Strasbourg. Mais alors le meneur... Non, c'était Shelvin Mack. Ah, Shelvin Mack. Shelvin Mack était par là. Ouais, j'aurais pu l'avoir celui-là. Ouais. Et puis on finit, alors je t'ai déjà cité Austin Day, mais ensuite il y avait aussi John Jenkins qui était par là. Oui. Un shooter. Oui. Et puis Adrian Payne aussi, malheureusement qui est décédé depuis assez récemment là. Mais Adrian Payne qui était le choix de draft du premier tour 2014 des Hawks avant d'être échangé à Minnesota. Donc voilà pour cet effectif, très bel effectif des Hawks 2015 qui ont fait une saison de très très haut niveau.